Bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier le Update de nous avoir invités aujourd'hui pour parler de ce sujet-là qui est l'influence. L'influence marketing. Je ne connais pas du tout votre niveau d'information et d'intérêt sur ce sujet-là. Malgré tout, on va essayer d'échanger un petit peu sur ces problématiques avec les 25 minutes qu'on a aujourd'hui. Je me présente d'abord. Je travaille chez Divimove. Je m'appelle Mourad. 20 minutes, pardon. 20 minutes. Je m'appelle Mourad. Je travaille chez Divimove. Je vais aller vite. Chez Divimove, c'est à la base un network qui est né de la génération Internet. En fait, c'est un projet d'entrepreneur en 2012, un network qui accompagne des influenceurs. Aujourd'hui, c'est le premier réseau européen. Et à côté, moi, je représente BrandBoost. BrandBoost, c'est l'entité agence de communication au sein de ce network-là. L'objectif, c'est de créer des ponts. Ces ponts, c'est des ponts stratégiques et créatifs entre une marque, ses besoins, un influenceur et son authenticité. Pour parler de ce sujet, aujourd'hui, je suis accompagné de deux profils qui vont se présenter. Juste avant, je vous lance une vidéo qui va vous donner un peu un état des lieux, un petit peu de tout ce qu'on peut faire au final quand on travaille avec des créateurs de contenu sur les réseaux. Hi everybody, we just want. Hi. Sur cette chaîne, on a travaillé pas. Très bien. C'est l'histoire de Toto. Two little horns and they give me a little. Voilà, ça vous donne un peu un état des lieux de tout ce qui peut être produit quand on travaille avec des influenceurs, que ce soit de la production artisanale, de la production maison, à des choses un peu plus élaborées sur différentes plateformes. Aujourd'hui, comme je le disais, je ne suis pas seul sur scène. Il y a plein d'interlocuteurs quand on parle d'influence. Il y a des agences médias, des agences RP, des agences d'influence, des networks. Aujourd'hui, on va revenir à l'essence du sujet, ces fameux youtubeurs, ces créateurs de contenu. Je vais les laisser se présenter. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, donc avec Henri de la chaîne iHack et Arthur de la chaîne Studio Daniel. Allez-y, je vous en prie. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Henri, j'ai 20 ans et je suis en école d'ingénieur, donc je suis en master imagerie et réalité virtuelle. Et du coup, je suis depuis maintenant 4 ans sur YouTube. Et je crée des vidéos qui sont en rapport avec le bricolage, le DIY, le filmmaking un peu. Enfin bref, tout ce qui est dans le domaine des makers, j'essaye de créer des choses. Alors ça peut être des petites inventions qui touchent l'électronique ou alors des choses plus grosses en mécanique. Je fais aussi un petit peu d'impression 3D, enfin voilà. Alors moi c'est Arthur, j'ai 26 ans et je fais des vidéos donc sur internet avec une grand-mère qui a 64 ans. C'est un peu bizarre quand on entend ça, mais voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui et on est sur tous les réseaux, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat et Twitter. Si vous voulez bien, on va lancer une vidéo un peu pour présenter d'abord la chaîne de Studio Daniel. Ça vous donnera un peu un état des lieux ou une vision de ce qui se fait. Hi everybody, we just wanted to give a special shout out to Danielle. Hi Danielle. Hello, hello. Qui de nous deux est le plus vulgaire? Oh bah alors là, lui. Daniel, faut vraiment que t'arrêtes de coucher avec tous les mecs, c'est pas possible ça. Mais c'est pas vrai, madame. C'est mon petit-fils, il fait des bêtises. Arthur, Ouais. couche-toi tes couilles. Ouais. On ouvre la porte, on se barre en courant. Go. Comment ça, go? Tu fais quoi? Daniel, c'est un Uber, c'est prépayé. Oh bah mince alors. Alors, ce qui est marrant sur ce sujet-là, bon, il y a 10 ans, je me rappelle, on parlait beaucoup de buzz. Buzz, c'était un mot qui était très exploité. Aujourd'hui, c'est presque désuet. L'influence, maintenant, c'est sur toutes les bouches.
ce qui est intéressant, c'est de savoir un petit peu l'origine aussi de ta chaîne, Arthur. Il y a certains clichés qui sont circulés de toute façon sur le youtubeur. On a ce cliché-là de l'ado dans sa chambre avec sa webcam. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Vos deux parcours, ils sont intéressants et je vous invite à nous les partager. En commençant par toi, vas-y Arthur. Alors moi, ça a commencé d'une manière un peu particulière. En fait, Daniel, donc la personne que vous avez vue sur ces vidéos, était la garde-malade de mon grand-père. Donc elle était garde-malade pendant toute sa vie. Elle s'est notamment occupée de mon grand-père. Et donc j'étais très proche de mon grand-père et j'allais le voir tous les jours. Et donc j'étais amené à voir Daniel aussi tous les jours. Et c'est comme ça qu'on a noué des liens très proches et qu'on est devenus amis. Puis ensuite qu'on a construit une relation vraiment de petit-fils et grand-mère. Et moi, elle me faisait rire dans sa façon d'être, dans sa façon de parler. Et je la filmais un peu en cachette au début, pour être honnête. J'envoyais les vidéos à mes copains, ça les faisait rire aussi. Et je me suis dit, si ça me fait rigoler moi, si ça les fait rigoler eux, peut-être que ça fera rigoler d'autres gens. Donc c'est comme ça qu'on a commencé les vidéos. Très bien. Raconte-nous, si tu veux bien, juste avant, ton parcours, comment tu as démarré toi à la base, tu es sorti de tes études et tu as aussitôt démarré sur YouTube ou... Alors, on était vraiment tous les deux... on n'avait pas prévu du tout de faire ça de notre vie. Elle a 64 ans, elle ne savait même pas ce qu'était un réseau social. Moi, j'ai fait des études de journalisme. Ensuite, j'ai bossé chez Combini en tant que chef de projet. Puis après, quand j'ai vu que Studio Daniel se développait, je me suis dit, bon, je suis jeune, quitte à prendre un risque, autant prendre celui-ci. Et quitter mon CDI pour tenter de développer Studio Daniel. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu pourrais justifier ou nous expliquer un petit peu la recette qui, en l'espace de moins de 3 ans, je vois le nombre d'abonnés, comment tu pourrais expliquer ce qui a fait que ça a percé? Tu parlais de Facebook, tu as démarré sur Facebook et puis ensuite tu as switché sur la plateforme YouTube. Si tu peux nous raconter aussi pourquoi. Ouais. On a démarré sur Vine, qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. C'était des petites vidéos de 6 secondes. Le concept, c'était de faire rigoler en 6 secondes. Et donc, c'est sur Vine qu'on a commencé. Ensuite, on s'est développé sur Facebook, puis sur YouTube. La recette du succès, là, dans ce cadre des vidéos avec Daniel, c'est son authenticité, c'est son naturel. C'est l'une des seules grand-mères qui est active sur les réseaux sociaux, enfin qui poste des vidéos. Donc on a un peu la chance d'avoir une sorte d'exclusivité dans la famille des grand-mères sur Internet. Donc voilà, je pense que c'est son originalité, son authenticité et son naturel qui font la recette du petit succès qu'on a sur Internet. On va enchaîner juste après avec Henri, mais juste avant une petite question. Là, on est sur les chiffres qu'on récupère de ta chaîne YouTube, les typologies de profils qu'on a. Ce qui est intéressant, c'est que on pourrait avoir cet a priori de voir cette chaîne-là, on ne sait pas réellement à qui s'adresse cette chaîne. Et quand on voit les chiffres, entre 18 et 34 ans majoritairement. Et ce qui est fou, c'est que c'est un public majoritairement aussi féminin. Comment toi, tu pourrais l'expliquer? Alors, c'est assez rigolo parce qu'il y a vraiment des résultats différents. Ça, c'est YouTube, tu me dis? Ouais. Il y a vraiment des résultats différents sur tous les réseaux. Je ne sais pas pourquoi elle plaît plus aux filles qu'aux garçons. Ça, je ne pourrais pas trop l'expliquer. Mais par exemple, sur Snapchat, on a une audience beaucoup plus jeune que sur Instagram. Sur Facebook, on a une audience beaucoup plus mixte que sur YouTube. Donc c'est compliqué d'expliquer. Moi, je suis content parce que quand je vois ces chiffres, je me dis qu'on touche un peu tous les âges. Et bon, vraisemblablement plus de filles que de garçons, mais je ne saurais pas trop expliquer pourquoi on a plus de filles sur YouTube que de garçons et pourquoi on a plus de 18-24 ans sur Instagram que sur Snapchat. Sans doute parce que les utilisateurs varient selon les plateformes. Et est-ce que toi, par extension, tu adaptes ton contenu aussi en fonction de la plateforme? Ouais, on adapte pas mal le contenu en fonction de la plateforme. Facebook, on fait des vidéos un peu courtes, souvent en moins d'1 minute, tandis que sur YouTube, on est en vertical aussi. Donc format du téléphone, adapté au téléphone. Et sur YouTube, on se concentre sur des formats un peu plus longs. Par exemple, quand on filme nos voyages, on fait des vidéos entre 5 et 10 minutes et sur des formats en 16/9. Ouais, 16/9, voilà. Très bien. On va revenir après sur un autre point, avec la collaboration avec les marques, mais juste avant, on enchaîne avec Henri. Pareil, une vidéo un peu pour illustrer ce que Henri fait. Sur cette chaîne, on a travaillé pas mal de métaux, mais il y en a un auquel on n'a jamais touché, c'est l'or. Aujourd'hui, on va faire de la lévitation.
voilà, bon, on a un joli collier et un joli bracelet. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Pareil, alors Henri, raconte-nous, là on a les chiffres sur ta chaîne. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube à l'âge de 16 ans? Alors, à la base, ouais, c'est bon. À la base, je m'étais lancé sur YouTube pour quelque chose d'assez particulier parce que beaucoup de youtubeurs vont vous dire qu'ils se lancent sur YouTube pour la passion. Alors moi, c'est quelque chose qui m'animait aussi. J'ai une grande passion pour le bricolage et tout ça. Mais j'avais un gros problème, c'est que je faisais beaucoup de choses finalement dans mon atelier, mais des petits projets. Et si je voulais grandir et faire des choses un peu plus ambitieuses, il me fallait justement des moyens. Et ces moyens, je comptais les avoir par YouTube. Alors je ne pensais pas du tout que ça allait grossir autant, mais au début, je m'étais dit uniquement avec les petits revenus publicitaires de mes vidéos, je vais pouvoir financer un peu de matériel et comme ça faire des projets un peu plus sympas. Donc à la base, c'était ça que je m'étais dit. Très bien. On voit que tu es très puissant sur YouTube avec la chaîne iHack. Tu as aussi une chaîne secondaire qui s'appelle Henri en 3 minutes. Comment est-ce que toi, tu fais le distinguo et comment tu réfléchis ta ligne éditoriale en fonction de ces deux chaînes sur la même plateforme? Alors justement, donc ouais, ma chaîne iHack, ça a maintenant 4 ans à peu près, je crois. Et c'est là que j'avais commencé, donc sur des formats qui sont assez longs. Ça peut parfois aller à plus de 10 minutes. Mais je me suis rendu compte il y a à peu près un an que, étant aussi un gros consommateur de contenu YouTube, que quand je rentrais chez moi, il y avait de plus en plus d'influenceurs que j'avais envie de suivre, de plus en plus de YouTubeurs. J'avais beaucoup de contenu à regarder et finalement, je n'avais pas le temps à consacrer à tout cela, donc il fallait faire un choix. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas créer une autre chaîne moi-même qui s'appelle Henri en 3 minutes. Le concept, c'est uniquement des vidéos très courtes de 3 minutes, où là, pour le coup, les gens ont vraiment le temps, parce que 3 minutes, c'est facile à accorder à une personne. Et en plus, l'avantage, c'est que ça me permet de traiter de sujets qui sont un petit peu plus courts. J'ai pas besoin forcément d'apprendre autant de choses que j'apprends sur mon autre chaîne. Et du coup, oui, c'est des petits contenus très courts, assez digestes, et ça me permet de faire aussi plus de contenu. Vous deux, vous vous êtes lancés dans cette aventure entrepreneuriale avec YouTube. Toi, Henri, on voit les chiffres, on voit que tu es majoritairement suivi par des hommes, que les tranches d'âge, elles sont intéressantes. Le 18-24 ans, forcément, mais ce qui est intéressant par rapport typiquement à la chaîne de studio Daniel, Daniel qui est une senior, toi, si on lit bien, 13,5% des gens qui te suivent ont plus de 35 ans. Est-ce que toi, tu saurais l'expliquer? Est-ce que tu as des interactions avec cette audience-là? Alors justement, c'est très marrant parce que j'aime beaucoup regarder un peu les chiffres et puis les statistiques. Ça permet de comprendre. Par exemple, on a un outil qui est assez puissant sur YouTube qui permet de savoir à quel moment les gens partent de notre vidéo, donc les pics d'audience, etc. Donc pour un peu analyser et savoir ce qui leur plaît. Et il y a aussi cet outil qui nous permet d'avoir des statistiques démographiques. Et le gros avantage de ça, c'est que ça m'a permis de savoir qu'il y avait en fait une grosse partie de ma communauté qui était assez âgée. Mais le problème, c'est que ces gens-là, on n'a pas trop d'interaction avec eux parce que c'est pas des gens qui ont l'habitude de commenter, qui ont l'habitude de liker, etc. C'est pas du tout dans leur habitude, dans leur génération. Du coup, c'est des gens qu'on voit pas sur la chaîne, mais visiblement, ils sont bien présents. Donc, voilà. Alors, ces deux audiences que vous représentez, ces centaines de milliers de personnes qui vous suivent, forcément, cette audience-là, elle représente un intérêt aussi pour des marques. Et alors, je voudrais parler de quelque chose avec vous. Les collaborations avec les marques que vous auriez fait auparavant, comment est-ce que vous traitez ce sujet-là? Comment est-ce que vous arrivez à garder votre authenticité sur vos contenus et en parallèle introduire du produit, du placement de services même? Alors, nous, avec Daniel, on fait pas trop de placement de produits purs. On fait des partenariats avec des marques, mais on présente pas un produit pour dire à notre communauté, regardez ce produit, c'est trop bien, achetez-le, faites comme moi. On fait plus des partenariats discrets, mais qui mettent quand même en avant la marque. Et surtout, s'il y a un point primordial, c'est faut qu'il y ait un sens entre la marque que présente Daniel et elle-même. Par exemple, on va pas proposer des pilules pour mincir alors que Daniel est une femme assez forte. On va... Elle est pas là, non, c'est une des collaborations qu'on vous a proposées, typiquement? Comment ? Ouais, on nous a proposé...
tous les partenariats classiques qu'on voit souvent que tous les utilisateurs voient sur Instagram, des trucs pour se blanchir les dents, pour maigrir, pour machin, des trucs un peu bidons qui, on sait tous, ne marchent pas. Ça, c'est les trucs qu'on va forcément refuser. Nous, on préfère travailler avec des marques qui ont un projet plus concret et où on a une certaine liberté d'écriture sur la chose. Mais enfin, c'est moi qui écris et Daniel qui reste elle-même dans les vidéos. Et toi, Henri, est-ce que tu as eu une anecdote d'expérience de marque qui t'a plus ou moins plu? Alors justement avec les marques, le problème aussi qu'on a, c'est qu'on est très sollicité par mail et les marques généralement certaines vont faire une liste absolument énorme de youtubeurs. Ils vont envoyer leur message et on le voit d'ailleurs que c'est pas du tout personnalisé par rapport aux créateurs. Et à ce moment-là, on se retrouve, par exemple, comme la première fois que j'ai reçu une offre, c'était pour un site qui vend des jouets pour adultes. Et donc, du coup, voilà, c'est des choses qui peuvent pas du tout être présentées sur une chaîne, qui n'ont rien à voir avec notre contenu. Et il faut faire attention à ça parce que, on n'a pas non plus envie de décevoir les gens qui nous regardent et garder l'image qu'on a. Je trouve intéressant vos parcours en fait parce qu'il s'écarte du cliché qu'on pourrait avoir du youtubeur, et encore s'il existe encore un cliché de youtubeur, toi étudiant pour devenir ingénieur à peine à 20 ans sur YouTube, toi qui quittes ton CDI pour être aujourd'hui entrepreneur sur cette chaîne Studio Daniel, est-ce que vous avez des do's et des don'ts qu'on pourrait partager avec l'audience, parce que mine de rien, ce que je retiens là dans ce que vous me partagez, c'est la valeur d'expérience qui est intéressante et mine de rien qui peut faire écho, même si on ne travaille pas sur de l'influence marketing, la valeur d'expérience, la valeur d'idée aussi qui est forte, que vous essayez de transmettre et qui fait écho mine de rien sur des formats comme un film télé ou une campagne d'affichage. Au final, il y a des parallèles qui sont intéressants. Bref, des do's and don'ts, ou des choses à améliorer dans la façon de travailler. Tu veux répondre en premier? Moi, je réfléchis un peu en attendant. Je te laisse répondre. J'ai pas trop d'idées non plus là. Non, des dons, faut pas accepter des. Enfin, souvent quand on commence, en tout cas, on reçoit des mails en disant voilà, vous présentez tel produit, on vous donne 3 000 €. On se dit waouh, 3 000 € pour faire 2 stories Snapchat, c'est génial. Quand j'avais mon CDI, c'est ce que j'ai gagné en 2 mois, on le fait direct. Et s'il y a un don s'il y a une chose à ne pas faire que je pourrais conseiller aux gens qui se lancent là-dedans, c'est ne pas être aveuglé par les sommes qu'on propose pour la présentation de certains produits, parce que ça plaira pas forcément à l'audience que vous avez, et ça n'a pas de sens comme je vous dis par exemple la pilule minceur tout à l'heure, 3 000 € c'est la somme qu'on nous avait proposée pour une petite story Snapchat qui prend 30 secondes à faire. On se dit ouais, c'est génial, mais sur le long terme c'est vraiment pas sur ça qu'il faut miser. Moi je suis carrément d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'avec les chiffres on peut être assez vite aveuglé mais après ça se rend vraiment, on s'en rend compte dans les vidéos si des youtubeurs ou des créateurs font la promotion d'un produit qui leur correspond pas du tout. À ce moment-là ça se voit aussi dans la façon de faire la vidéo. Et c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix parce que justement après on passe pour notre audience pour quelqu'un qui veut vraiment uniquement de l'argent et travailler avec des marques. En fait je pense que c'est plus que ça parce que ça permet d'avoir pas mal d'opportunités. Alors par exemple on avait fait une campagne pour Xiaomi, une marque de téléphone. À ce moment-là on arrive à trouver des nouvelles idées. Je fais aussi des partenariats avec des applications téléphone. Une application qui s'appelle War Robots. J'avais fabriqué un robot lance-flamme avec un laser. Et tout ça, c'est des choses en fait où l'application m'a donné une idée de vidéo à faire et je ne l'aurais pas forcément eu sans la marque. Donc le gros problème, c'est d'essayer de trouver le juste milieu entre ok, c'est bien de gagner de l'argent, mais il faut aussi plaire à son audience et se plaire à soi-même. Aimer ce qu'on fait. Une dernière question? Non, c'est bon. Merci à vous alors. Ouais. On peut les applaudir. Hein. Bravo.